Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Moïse Denage, qui est le fondateur de Lead Value. Moïse, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Merci déjà Mathieu pour m'avoir invité à ce webinaire. Rapidement, donc moi je m'appelle Moïse Denage, donc j'ai créé Lead Value avec Thomas Fink qui m'a rejoint maintenant il y a deux ans et demi. Lead Value, en fait, c'est une aventure entrepreneuriale qui date de à peu près 3 ans et demi. Et avant ça, j'ai travaillé dans divers fonds commerciaux avec vraiment cette approche depuis longtemps de génération de leads et surtout d'une activité commerciale digitale, en fait. Parce que le cold calling qu'on connaissait avant a vraiment évolué et la manière dont on traite aujourd'hui les prospects a complètement changé, quoi. Donc, c'est pour ça également que j'ai monté Lead Value maintenant depuis plus de 2 ans et demi. Je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure de Lead Value, même si ce n'est pas l'objectif, mais c'est un vrai lien dans ce qu'on va évoquer tout à l'heure. D'accord, donc tu es un pro du digital, tu es un commercial et tu t'es associé à Thomas. Pourquoi tu t'es associé à lui pour créer ça? Thomas, en fait, donc c'est l'ancien directeur général d'Enchantier.com, qui est une très belle boîte de générateurs de leads dans les travaux. Et chez Lead Value, en fait, donc on a cette particularité où on travaille du lead, mais multi-secteur. Donc on fait du lead dans l'immobilier, évidemment, qui est le cœur de notre activité, mais également on fait du lead dans tout ce qui est travaux et un peu de banque assurance. Voilà. Ok. Et Thomas était dans la génération de leads travaux, en fait. D'accord. Rentrons dans le vif du sujet. Tu fais combien de leads en immobilier par mois? Alors, Lead Value au global, ça dépend des mois, hein, mais 6 et 7 000 leads mois. Donc ça, c'est toutes thématiques confondues. Et si je prends juste la partie immobilier d'investissement, donc la loi Pinel par exemple, on est entre 3 mois, les périodes plutôt dans les 4 à 5 leads, quoi. D'accord. Donc 3-4 000 de leads en investissement immobilier. On a perdu. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, je t'entends très bien. Ok, j'ai perdu. Tu m'entends, c'est parfait, on va continuer. Tes leads, tu les vends en exclusivité, en mutualisé, comment tu les fais? Alors, on a pris, nous, chez Lead Value, le choix de vendre donc, nos leads. Donc, nous, on vend nos leads en exclusivité et en mutualisé. Aujourd'hui, 50% 90% de nos leads sont vendus en mutualisé 2 fois, pas plus. Ok. 90% mutualisé, ok. Donc, tu es sur ce modèle-là. Et tu les vends à combien? À quel prix? Alors, on a divers sources de production de leads déjà. Et en fonction de la manière dont ce lead est qualifié, on a un pricing qui diffère. Mais pour faire simple, on vend aujourd'hui un lead mutualisé à 40 €. Ok, 40 €. Et quand tu vends en exclusivité, il est à combien? Quand on le vend en exclusivité, on est à 70 €. D'accord, 40 €, 70 €. Ok. Et c'est plutôt du mutu, tu dis 90% x 2, donc max. Et alors, donc, comment tu les génères, tes leads? Ça, c'est la grande question. Donc, en fait, globalement, nous, nos leads, donc, on produit 50% de nos leads et 50% de nos leads proviennent de producteurs avec qui on collabore. Et ce sont des gens qui travaillent sous un contrôle qu'on a avec eux selon un process bien défini chez nous. La base de tous les différents leviers qu'on utilise pour produire nos leads, c'est l'endroit où on va faire atterrir l'audience qu'on va capter. Ouais. D'accord ? Et donc, c'est la landing page qu'on va avoir. Donc, nous, on a différentes landing pages qu'on entretient régulièrement, qu'on met à jour, etc. Et ça permet aussi en fait de partager un certain nombre d'informations sur une thématique
rassurante pour le prospect. Et c'est ce qui fait que derrière, il va remplir le formulaire et qui va derrière faire en sorte que le prospect va devenir un lead. D'accord. Nous également, tous nos leads, on les valide, on confirme donc les coordonnées de nos clients par SMS. Une fois qu'il arrive sur notre landing page. Sur 100% des leads, tu fais ça? Sur 80%. Et pourquoi les 20% tu ne le fais pas? En fait, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'aujourd'hui, on le fait de manière aléatoire sur 80%, tout simplement parce que quand tu fais 100% de validation SMS, tu perds du trafic, en fait. Tu perds des leads, tu veux dire. Donc, il y a des gens, tu perds surtout des leads au moment de remplir des formulaires. Oui. Il va arriver au bout de la chaîne, il va partir. Et je pense qu'on prend beaucoup de risques à le faire déjà pour 80% de nos leads. Hein. C'est beaucoup déjà. Hein. Ouais, d'accord. Ça marche. Donc, donc les divers canaux en fait, de production qu'on a, comme la plupart des gens que tu as interrogés, nous, le meilleur, ce qu'on estime comme meilleur levier, c'est Google Ads. D'accord. Parce que c'est de l'AdWords, d'accord. Donc, AdWords, pourquoi? Parce que tu as des prospects intentionnistes et qui sont vraiment dans une phase de recherche active. Donc, ils sont dans cette logique où je vais sur Google, je cherche des informations sur la loi Pinel, par exemple, pour parler de la loi Pinel. Par contre, c'est là où le bas blesse, c'est que ce sont les leads qui coûtent les plus cher. C'est concurrentiel et surtout que parce que le sujet aussi, le fond de la question, c'est de savoir si je produis mes propres leads ou pas. Et pour quelqu'un qui veut produire ses propres leads et qui commence, c'est hyper compliqué si tu n'as pas beaucoup de moyens financiers au début, parce que le temps que Google, le machine learning de Google prend l'historique des enchères, etc., tu as au moins 6 mois où tu as tes coûts de lead qui sont hyper alors ça, c'est un point, si vous étiez là, on en a parlé un peu avec David Le Glonec de Ecomédia. C'est un point vraiment important parce que c'est même au sein des agences spécialisées AdWords, il y a eu une bascule vers le modèle d'enchère automatique de machine learning de Google. Avant, ils le faisaient elles-mêmes à la main. Elles pensaient qu'elles avaient suffisamment d'expertise pour le faire à la main. Et même les pros d'AdWords ont basculé sur ce modèle d'IA proposé par Google et qui marche mieux que ce qu'ils faisaient. Donc, c'est très performant. Le biais, c'est qu'il faut avoir du volume et de l'historique. Donc, c'est effectivement, pour que ça soit vraiment efficace et pour que vous ayez une chance que ça fonctionne, il vaut mieux passer par ça. Mais donc, ça nécessite d'avoir ces deux aspects-là, le volume et l'historique. Voilà. Et surtout, même si tu as les meilleurs landing pages, donc landing page, en fait, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est la page sur laquelle vous allez faire atterrir vos prospects. Mais tu peux avoir le meilleur landing page et que tu n'as pas la bonne expertise et le bon historique sur la machine learning de Google, ça ne va pas être intéressant pour produire ces leads en propre. Donc ça c'est effectivement l'autre point clé pour que ça marche sur l'AdWords, mais d'ailleurs sur les autres leviers. Hein, pour transformer, il faut que les visiteurs, les internautes remplissent un formulaire. Donc, on arrive sur le landing page, c'est comme ça qu'on les appelle, et c'est là que ça se passe. Et alors, comment tu fais justement? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une landing page transforme bien? Il faut être hyper efficace sur la home de ton landing page, donc les informations clés que tu vas mettre sur cette page au moment où le prospect arrive sur la page. Il faut que le formulaire soit hyper intuitif, de façon à ce que quand il va remplir ses coordonnées, etc., que ça aille vite, parce qu'il n'y a rien de plus mauvais que d'avoir un formulaire avec plein de champs où le prospect, il n'a pas de temps à perdre. Lui, il veut avoir un peu pas trop de questions, quoi. Il va lire, il n'a pas trop de questions, et un truc un peu intuitif, tu vois, il faut que ça soit un peu ludique pour lui au moment où il va remplir son formulaire et que ça ne prenne pas trop de temps. Pour moi, c'est la base de test qui marche, qui réussit. Alors, tu utilises une landing notamment qui s'appelle Mon conseiller Pinel, et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est un exemple des différentes approches qu'on peut mettre en œuvre sur une landing page. Donc, je vous invite à aller voir mon-conseiller-pinel.fr. Donc, c'est un site public où tu génères des leads.
Et là, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a 4 approches différentes qui peuvent être utilisées, qui correspondent aux 4 menus. Tu peux peut-être nous en parler parce que je pense que ça fait partie des 4 approches peut-être sur 5. Hein, il en manque une avec les biens immobiliers, l'approche par les biens, qu'on pourrait évoquer si tu veux. Mais déjà, là, tu as une belle diversité de techniques de transformation, si tu veux nous en parler un peu. Donc, en fait, sur mon conseiller Pinel, on a essayé de faire un truc hyper smart, en fait, dans le sens où l'idée, c'est d'avoir une première page, en fait, qui parle du dispositif Pinel avec les infos clés et qui va être un peu, on va dire, alléchant pour l'audience et qui va lui donner envie de remplir le formulaire. Donc, c'est la partie vérifier votre éligibilité. Et derrière, en fait, ça va lui permettre de remplir le formulaire et de l'emmener sur la finalité de laisser ses coordonnées. L'autre dispositif qu'on utilise, en fait, aussi, c'est aussi bien un dispositif qu'on utilise en production de lead, mais également qu'on met en avant sur mon conseiller Pinel, c'est la vidéo. Donc, la vidéo, c'est hyper intéressant parce que ça permet de communiquer beaucoup d'informations et surtout, tu peux traquer le nombre de personnes qui ont regardé ta vidéo, etc., combien de temps ils sont restés. Et ça te permet de mesurer également la qualité du prospect derrière que tu vas récupérer. Surtout que tu vas avoir une population qui va passer du temps sur un contenu où il va avoir beaucoup d'informations. Alors que sur la première page de mon conseiller Pinel, il va lui passer du temps à lire du contenu. Parfois, il n'a pas forcément le temps de tout lire. Donc, le fait de passer 1 à 2 minutes sur une vidéo, ça lui permet d'avoir les infos clés et de laisser ses coordonnées derrière. Donc, toujours chaque levier, si tu veux, qu'on utilise sur mon conseiller Pinel, la finalité, c'est de l'emmener sur ce qu'on appelle le call to action, de remplir le formulaire. Donc, ça, c'est tes 2 premières approches. Tu en as 2 autres aussi. Tu as tout sur le contenu et l'expert. Voilà. Le tout savoir, c'est une approche vraiment de content marketing, vraiment de contenu. Là, on va se lâcher sur les détails de la loi Pinel, les avantages, les inconvénients, etc. On va donner beaucoup de data. Et derrière, on va toujours conclure en disant parlez à un expert ou êtes-vous sur la loi Pinel. Enfin, le dernier point, et c'est là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on humanise un peu la landing page, c'est échanger avec un expert, laissez-nous vos coordonnées, on vous rappelle instantanément pour vous parler de la loi Pinel. Ouais. Alors, on en parle un peu rapidement là, mais c'est vraiment, alors il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est vraiment les grandes catégories à explorer pour vous si vous voulez vous mettre à essayer de générer des leads. Il faut faut que vous ayez un angle pour vos pubs. Hein, quel est le texte que vous allez mettre sur l'AdWords, quelle est l'image et le texte que vous allez mettre sur Facebook ou sur du Native Ads. Donc les aspects pub, et après coordonner ça avec quels sont les messages qui vont apparaître sur les landing pages où vont atterrir les gens que vous allez attirer depuis ces différents leviers marketing. Et là, donc, il faut qu'il y ait une correspondance, il faut qu'il y ait un univers de messages. Et ces univers-là, il n'y en a pas 15, hein, et on en voit là, on vient d'en citer 4 majeurs. Donc le premier, je vous le redis, c'est les aspects vraiment simulateur, éligibilité. On est toujours curieux de savoir est-ce que c'est pour moi ou pas. Après, il y a la vidéo, hein, on en a pas mal parlé dans les précédents entretiens. La vidéo, ça cartonne et ça monte. Et il y a pas mal de plateformes, notamment Facebook, hein, qui le poussent vraiment très fort pour que les annonceurs l'utilisent. Et ensuite, il y a tous les aspects contenu. Donc là, il peut y avoir plein d'approches, mais l'idée, c'est vraiment qu'est-ce que je peux créer comme contenu non vidéo qui puisse transformer. Et enfin, c'est ce qu'un de nos invités évoquait sur le fait de valoriser vraiment l'accès à une expertise d'un conseiller en gestion de patrimoine, qui est quelque chose qui peut être vraiment extrêmement intéressant pour quelqu'un qui a jamais eu accès à ça avant. Et donc, vous avez ces 4 grandes approches qui sont donc 4 typologies de landing que vous pourriez créer. Alors, Moïse, lui, il les a réunis sur un seul site. Ça peut être tout à fait des landings séparés, des sites séparés pour générer des leads.
Et la cinquième que j'évoquais, là, qui n'est pas encore sur ton site, c'est l'approche par les biens immobiliers eux-mêmes. Donc, c'est un peu plus, là, pour le coup, ce qu'on fait chez Gripkey, mais attirer sur des lots, sur des programmes spécifiques. Alors, donc, tout ça, en fait, est bien, c'est beau, etc., mais ça ne marche que si tu ramènes du monde sur cette page-là et sur celui-là. Donc, le premier levier qu'on utilise, c'est Google, donc c'est AdWords. Ouais. Ensuite, on travaille beaucoup chez Leadvalue sur l'emailing, parce que l'emailing, c'est plutôt qualitatif. Maintenant, ça dépend des éditeurs avec qui tu travailles et de la base de données que tu exploites. Et surtout, nous, on fait un truc un peu particulier, c'est on associe à l'emailing du marketing automation. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise plusieurs outils, mais en fonction de la réaction d'une personne sur un email, on va lui adresser un email différent en fonction de s'il a ouvert le mail, si il est allé sur tel contenu, parce on va pouvoir traquer où il a cliqué, où est-ce qu'il est allé, etc. Et en fonction de la manière dont il a réagi sur l'email, on va derrière lui adresser un message correspondant à sa réaction. D'accord. Et là, on arrive à attirer des prospects hyper quali. Donc, un exemple d'outil qu'on utilise, c'est les API de MailJet, en fait, qui permettent de faire vraiment du marketing automation assez poussé. MailChimp peut le faire aussi. Il y a pas mal d'outils comme ça qui permet un peu d'avoir un niveau de qualité intéressant sur les prospects qu'on va traiter. D'accord. Donc ça, c'est déjà quelqu'un qui a laissé son adresse mail et tu lui envoies une couche de qualification en lui adressant un message spécifique. Voilà, c'est ça. Et donc, derrière, en fait, l'emailing, ça permet. En fait, l'emailing aussi, on peut envoyer du contenu sur ce qu'on veut proposer ou en tout cas sur ce qu'on veut mettre en avant. Le prospect, s'il a le temps, il ouvre l'email, il va ensuite sur ta landing page et tu peux, donc pareil, générer du trafic à travers le levier emailing qui va derrière atterrir sur ta landing page et qui va remplir ton formulaire et donc faire en sorte qu'il devienne un lead. D'accord. Donc ça, c'est un levier qu'on utilise pas mal chez Leadvalue, qui marche vraiment bien, qui nous permet d'avoir des taux de qualité assez intéressants. Tu passes par des prestataires, tu fais comment? Tu as des bases Alors, nous, on passe par des éditeurs. Ouais. Donc, c'est aussi là où, tu vois, je parlais au début de 50% de leads produits avec des partenaires. L'emailing fait partie on travaille avec des gens qui ont des millions de bases de données. Donc, évidemment, tout ça fait dans les règles de la RGPD. Il faut savoir que, d'ailleurs, là où on s'est connu, Mathieu, on fait partie du CPA. Leadvalue est l'une des entreprises faisant partie du CPA. Donc, on respecte la charte emailing, etc. CPA, tu nous dis ce que c'est? C'est un collectif, en gros, c'est le collectif Performance Acquisition. Et c'est en gros l'association des entreprises qui travaillent dans tout ce qui est édition d'emailing, génération de leads, tout ce qui est en lien avec la data. D'accord. J'ai des questions déjà pour toi de Nicolas Bourlon et Pierre Maltête sur les produits. Ils s'interrogent sur l'immobilier ancien et le LMNP. Est-ce que c'est deux produits que tu fais aussi? LMNP, on fait aussi, mais on utilise beaucoup le levier emailing pour le LMNP, d'accord. Et pour la partie immobilier ancien, on a de plus en plus de gens qui nous demandent d'avoir des leads de mandats immobiliers, par exemple. Donc des leads vendeurs. Des leads vendeurs. On est sollicité de plus en plus par même des grands réseaux d'agences. Pour l'instant, on ne s'y est pas mis, mais c'est quelque chose qu'on pourrait aller développer très vite, en fait. Donc, l'avantage, si tu veux, de Leadvalue, c'est qu'on sait appliquer les best practices pour aller générer des leads. Il suffit juste de les déployer derrière pour aller chercher l'acquisition qu'on va mettre en place. Ça marche. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un CGP qui veut, qui a besoin de leads? Est-ce que tu peux lui expliquer comment lui il peut faire ou par qui il devrait passer? Alors, moi, je suis partisan du time management. Je ne sais pas si c'est un concept qui vous parle, mais je pars du principe qu'un CGP, son métier, c'est d'être en rendez-vous et de passer son temps en rendez-vous. Générer du lead, c'est quand même un métier. Pour moi, je pense que il faut soit avoir quelqu'un en interne qui sait le faire et donc qui permet de déployer toute la stratégie que je viens d'évoquer, soit travailler avec des partenaires
type ce que tu fais toi, Mathieu, chez Gridkey, c'est-à-dire donner en fait toute cette possibilité de génération de leads même ciblée. Mais pour moi, c'est quand même c'est aventureux de se lancer dans la production de leads sans en être un expert. Ça, c'est mon avis. Alors, parce que je pars du principe. Ouais, juste, si je peux te faire un commentaire là-dessus. Moi, je suis un ancien de la génération de leads, donc je suis d'accord avec toi sur le niveau d'expertise et je pense que ceux qui ont assisté aux précédents entretiens, se sont peut-être rendus compte de la profondeur et la diversité en fait du métier. Néanmoins, au bémol près qu'il faut quand même un petit peu d'argent parce que tout le monde évoque entre 2000 et 2500 euros en gros de budget mensuel à dépenser pour que vous ayez quelque part si vous voulez en faire par vous-même. Ça me semble une bonne idée de le faire par soi-même parce que si tu le fais par toi-même, alors faut pas rêver, vous avez 80% de chances de vous planter. Hein. Je suis pas en train de vous dire allez-y, ça va être super, c'est facile. C'est pas ça. Par contre, même si vous vous plantez, bon, vous aurez dépensé 2000 euros, donc c'est un peu chiant, mais ça vaut peut-être le coup parce que si vous le faites vraiment, vous allez beaucoup mieux acheter derrière. Parce que si vous le faites, vous allez comprendre vraiment comment ça marche quand quelqu'un vous parle d'AdWords ou de Facebook et que vous avez essayé par vous-même en ayant pas mal de difficultés, puis peut-être avec des résultats pas terribles à la fin. Mais au moins, vous aurez compris, vous aurez tâté de quoi on parle. Et ça c'est vraiment important d'avoir cette expérience hands-on hein, de première main sur les leviers, sur la difficulté de le faire ou pas. Et puis peut-être que ça va marcher. Hein. Je ne vous dis pas que c'est impossible. Je vous dis que c'est difficile. Mais ça a de la valeur. Oui, en fait, si tu continues à… Donc, pour un CGP qui a besoin de faire marcher son activité au quotidien et qui a besoin de rentrer des rendez-vous, se lancer dans la production de leads, pour moi, c'est pas payé. Par contre, si tu le fais et que tu gagnes en expertise et que dans 6 mois, ça marche, ça devient un vrai actif de la boîte. Donc ça, c'est pour ça que ça devient intéressant. Et du coup, comme tu disais, ça devient aussi… ça permet aussi d'acquérir de l'expérience et de mieux choisir le partenaire avec qui tu travailles parce que tu connais les ficelles du métier. C'est clair que voilà, il faut le faire si on a du temps. Si on n'a pas de temps, il y a des gens qui font ça très bien et qui permettent de faire gagner du temps. Ouais, je suis d'accord. Ça prend du temps, c'est sûr. Il y a un autre truc qu'on utilise aussi en levier, c'est tout ce c'est la partie display. Pareil, on utilise ces réseaux-là pour pouvoir faire du trafic sur mon conseiller Pinel et derrière générer du lead aussi. Display Google, c'est ça? Display, non, Taboola, Outbrain. Taboola, en native, d'accord. Okay, je n'avais pas entendu. Native. Ok. Donc voilà. Et puis, il y a un autre sujet que je voulais, je t'en ai parlé juste avant qu'on commence, c'est la partie transformation en fait de ces leads. Donc nos leads sont produits et envoyés en temps réel, c'est-à-dire que dès lors où le prospect a cliqué sur valider sur le formulaire, à l'instant, en 59 secondes, le lead est déjà chez le CGP qui va l'exploiter. Tu n'as pas d'appel pour le qualifier chez toi. Hein. Donc, les leads sont validés SMS, hein, d'accord? Donc, tous les leads validés SMS partent directement OK. Donc, on génère aussi, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, on génère aussi des leads téléphoniques qui sont des leads qui peuvent être de très bonne qualité. Si on travaille avec des très bons partenaires, call center, etc., qui utilisent un bon argumentaire et autres, par contre, ça peut devenir un enfer si c'est mal fait. Donc, par contre, nos leads, tous les leads validés SMS sont envoyés directement chez nos partenaires en temps réel. D'accord. Et ce qui fait que c'est quoi les leads téléphones? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Tu demandes donc tous les leads. Nous, par exemple, on a 20% de leads qui ne sont pas validés SMS, d'accord? Donc, ces leads-là, on va les faire rappeler par un call center et qui va derrière demander au client si il a bien rempli
son formulaire, etc. Ça, c'est le premier niveau de lead téléphonique qu'on appelle interne à Lead Value. Ensuite, les leads téléphoniques produisent un certain nombre de call centers, donc avec leur propre base de données, blocktélisée, etc., évidemment. Et eux, en fait, vont faire une information sur la loi Pinel ou vont faire, par exemple, leur propre emailing sur la loi Pinel et ils vont derrière rappeler tous les gens qui ont reçu l'email pour demander s'ils ont bien reçu l'email et pour voir avec eux si ça les intéresse de discuter avec un conseiller en gestion de patrimoine. D'accord, donc tu travailles avec des call centers en partenariat qui, eux, vont qualifier au téléphone et une fois que c'est qualifié, tu peux les vendre. Ouais. Il y a beaucoup de réseaux qui travaillent de cette manière-là. La seule chose sur laquelle il faut faire, nous, par exemple, tous nos leads téléphoniques, donc nous, on demande à nos call centers de nous envoyer les écoutes. Donc, on écoute, en fait, donc, on écoute au hasard, en fait, les leads qu'on reçoit de la part de nos call centers et on regarde si la trame a été bien suivie, si est-ce que c'est un lead réceptif ou c'est un lead forcé, etc. Donc, on fait très attention à ce qu'on... Et encore une fois, j'insiste, moi j'ai travaillé dans mon ancienne vie pendant 2 ans à l'époque de la loi Robien, je prenais moi-même des rendez-vous chez Acquéris Immobilier à l'époque, et je connais très bien le lead, je connais très bien le monde de la prise de rendez-vous au téléphone ou de la qualification de lead au téléphone. Et si le discours il est bien et cohérent et qu'on appelle les gens non pas pour suivre une trame, mais pour discuter avec eux, ça marche. Si on appelle les gens juste pour dérouler une trame téléphonique, ça ne marche pas. Ok. Voilà. Donc, tu n'es pas pour les scripts, hein, c'est ça que tu es en train de dire. Je pars du principe que quelqu'un qui doit appeler une personne doit discuter avec la personne, non pas lui rabâcher un script téléphonique. Quoi. Ok. Mais les call centers, ils sont plutôt comme ça, justement. Ils font plutôt des scripts, non? Oui, mais nous, tous nos call centers, on leur demande de ne pas suivre un script. On leur donne on leur dit ne faites pas votre métier. On leur donne un guideline. On travaille beaucoup avec on leur donne des guidelines des différents. On leur donne un pavé d'argumentation sur la loi Pinel qu'ils doivent réviser, etc. Et ensuite, ils appellent les prospects pour échanger avec eux et non pas dérouler une trame téléphonique. La qualité de ces leads, elle est aussi bonne que ceux qui sont validés SMS? Alors, je ne dirais pas que c'est de la même qualité. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que le prospect a été appelé par téléphone, il reçoit un SMS de confirmation qu'il va être appelé par quelqu'un. D'accord? Ok. Et il reçoit aussi un SMS d'information suite à notre échange. Voilà ce qu'on s'est dit, etc. Ok, donc c'est pas alors, tu as 2 SMS. Tu as 3 SMS. Tu as le SMS de rentrer un code pour valider votre lead. Voilà, exactement. Okay. Après, tu as le SMS je valide que vous avez fait votre lead et vous allez être mis en relation. Et tu as un 3e SMS, c'est ça? Il confirme qu'il va être rappelé par quelqu'un avec le sujet qu'on va lui évoquer. Ok, alors le 2e SMS, ça fait quoi? Okay. En fait, donc, le SMS, c'est que le call center, en fait, lorsqu'il va parler avec le prospect, il va lui demander d'aller sur mon conseiller Pinel directement, de remplir sur mon conseiller Pinel. Là, il va avoir le code de vérification de son numéro, d'accord? Ensuite, une fois que ce SMS est fait, il reçoit un 2e SMS pour lui expliquer ce que c'est la loi Pinel. Ok, d'accord. Donc, c'est info sur la loi Pinel. Voilà. Et ensuite, à la fin, donc, on attend un peu de temps. Suite à notre appel de ce jour, je vous confirme bien votre entretien avec un expert, etc. D'accord. 3 SMS. D'accord. Ça bastonne au niveau du SMS. Donc, ça devient… en fait, à partir du moment où on voit que le prospect, on lui a confirmé qu'il va être rappelé par quelqu'un, on a vraiment des taux de qualité qui sont parfois qui nous surprennent, en fait. D'accord. OK. Alors, tu parlais de la transformation côté CGP. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil sur Aude Labattu qui demande, par exemple, sous combien de temps il faut rappeler le lead? Comment on s'organise du côté CGP? Nous, en fait, alors, chez Lead Value, ce qu'on fait, c'est que nous, on a mis en place tout un environnement dédié pour recevoir le lead, en fait. D'accord? Donc, la base, sans parler de Lead Value, mais la base, le prospect, quand il a fait une demande, il faut qu'il soit rappelé dans les 24 heures. Et encore, j'exagère quand je dis 24 heures, c'est déjà énorme. Le meilleur de nos clients qui nous achètent beaucoup de leads rappelle tous les prospects qu'il a reçus dans les 5 minutes qu'on lui envoie. Ok, donc là, on parle d'un call center dédié au rappel.
Et les bons CGP rappellent généralement en 2 heures, en fait. Vos CGP indépendants qui achètent des leads chez toi, ils rappellent sous 2 heures. Les meilleurs CGP qui ont des super taux de transfo, ils rappellent dans les 2 heures. 2 heures, il ne faut pas qu'ils soient au rendez-vous, parce que sinon, tu ne tiens pas 2 heures. Donc, on leur met à disposition une appli mobile dans laquelle il va recevoir ses leads. Il va pouvoir géolocaliser ses leads en fonction de là où il est, etc. Et il va, une fois qu'il a reçu le lead, donc il peut tout de suite ouvrir l'application, envoyer un SMS depuis l'application ou envoyer un email qui est précomposé en fait avec le nom du prospect, etc. Il n'a juste à cliquer sur envoyer, on lui fait gagner du temps. Donc il peut le faire même pendant le rendez-vous. Et encore mieux quand, par exemple, on a un lead qui est attribué à un CGP, le prospect reçoit un email avec la fiche du CGP en lui disant voilà, c'est Mathieu Morio qui va te rappeler dans la journée, ne t'inquiète pas. Et ça, c'est quelque chose qui a une valeur de réassurance très forte. En fait, le gros problème dans notre métier, c'est que le prospect, il a rempli un formulaire. Dans la majorité des cas, il ne sait pas à qui il a affaire. Et donc, parfois, il est rappelé par 2 ou 3 personnes et il sait pas. Et généralement, il fait plein de demandes partout, en fait. Et nous, on lui envoie un email de confirmation à cette demande. Une fois que le prospect a rempli son formulaire chez LeadValue, il le reçoit, dès qu'il est attribué à un CGP ou à un promoteur ou à X personnes, il reçoit donc un email avec la photo du CGP, ce qu'il fait, les types de biens qu'il peut vendre et une note. Il peut laisser une notation du CGP en disant voilà, ce CGP, il est bon, il m'a rappelé dans les. etc. Il peut même laisser un commentaire. Voilà. Donc ça c'est des points importants, c'est-à-dire que si jamais vous voulez faire appel à un prestataire qui va vous vendre des leads, ou générer des leads pour vous, il faut vérifier quel est votre mode d'accès à ces leads, puisque il faut que ce soit le plus réactif pour vous, donc vous puissiez avoir un extranet auquel vous pouvez accéder, un accès, un envoi des leads par mail, un envoi par SMS. Là, si vous avez ces 3-là, déjà vous êtes bien. Et si c'est vérifier que c'est fait en temps réel, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et l'autre chose, c'est aussi s'il y a bien ce mécanisme d'envoi de mail avec votre profil. Donc, il va falloir que vous soigniez votre profil aussi. C'est-à-dire, des fois, il faut que vous rentriez des petits commentaires de description de votre cabinet ou que vous mettiez une bonne photo. Est-ce qu'il y a cet effort-là qui est fait par le générateur de leads? Ça, c'est important aussi, parce que ça joue effectivement sur la qualité de la réception par l'internaute qui a fait la demande quand vous allez l'appeler. Ça marche. Je voulais te poser une question aussi. Il y a Jacques David qui demande si un groupement de CGP se réunit pour mettre des ressources en commun et embaucher une personne qui va être dédiée au marketing et à la génération de leads. Tu leur recommanderais quel profil? C'est quoi le pédigré type d'un bon générateur de leads à recruter? Donc pour parler vraiment langage poste, ce sont généralement des gens qu'on appelle des traffic managers. En fait. Ce sont ce type. Il faut bien faire attention s'ils maîtrisent bien tous les leviers qu'on vient d'évoquer à l'instant, parce que le bon profil va vous permettre d'économiser de l'argent, en fait, finalement, parce que si vous vous mettez à recruter quelqu'un, mieux vaut avoir quelqu'un qui a un peu d'expérience sur tous les leviers type Google, AdWords, les natives, etc., l'emailing aussi. Et je trouve l'idée de s'associer avec plusieurs CGP et de monter une structure de production, il y en a déjà beaucoup qui le font, en fait. Il y a des gros groupements de CGP qui ont leur propre cellule de prod. Il y en a qui se sont très bien débrouillés et qui ont bien réussi à le faire. Et ils travaillent aussi bien avec leur prod interne, mais aussi avec des gens comme nous. En fait, ils cumulent les deux. Oui, parce que c'est pas exclusif. C'est pas parce que vous allez faire un peu de lead en interne, voire monter carrément une structure mutualisée comme celle-là, que vous allez arrêter d'acheter en externe. Souvent, ça vous permet juste d'accélérer votre croissance tout simplement en cumulant les sources et en les diversifiant, ce qui est toujours une très bonne idée. Peut-être, si je peux ajouter une chose sur ça, sur le recrutement, pour en avoir recruté quelques-uns, c'est hyper dur. Je suis désolé de dire souvent ça, mais c'est si vous visez un traffic manager, comme dit Moïse, expérimenté sur les différents leviers, franchement, bon courage, parce que même quand on est des spécialistes comme
toi, Moïse, ou d'autres générateurs, et qu'on cherche ces profils-là, c'est vraiment très difficile de les trouver. Ils sont extrêmement demandés, ils coûtent cher. Ça, c'est à la limite pas le principal problème, c'est qu'ils sont durs à trouver, quoi. Et donc, vous avez quand même beaucoup plus de chances de trouver un junior. Ça va. Ça se trouve. Mais évidemment, si vous prenez un junior alors que vous ne connaissez pas vous-même le sujet, bah, vous prenez un risque supplémentaire quand même. Donc, vous avez quand même malheureusement à choisir entre ces deux stratégies de recrutement. C'est soit vous trouvez vite, et vous les trouvez vite, c'est 1 ou 2 mois. Et là, bah, vous trouverez probablement un junior, sauf si vous avez vraiment beaucoup de chance. Mais vous prenez un peu plus de risques sur l'exécution. Soit vous voulez vraiment avoir quelqu'un avec plus de bouteilles, et là, faut être patient ou faut dépenser des sous, passer par un chasseur, des choses comme ça. Donc, en tout cas, sous-estimez pas les efforts qu'il va falloir consentir pour recruter une personne de ce profil-là en interne. Après, effectivement, c'est une très bonne idée et ça fonctionne. Même nous, on a du mal à trouver des gens. Ouais. Parce que voilà, c'est des profils très rares. Et généralement, soit c'est des profils rares et on arrive à en trouver, soit c'est des gens qui sont déjà à leur compte et qui deviennent des générateurs de leads comme nous, finalement. Ouais. Ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Moïse avant que j'invite Thibaut? Toi, tu veux ajouter quelque chose ou pas, Moïse? Non, moi, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc, en tout cas, merci Mathieu pour encore une fois ce webinaire. Je trouve que c'est très enrichissant en fait de partager nos expériences parce que parfois on a tous la tête dans le guidon et puis on se pose tout le monde pose ces questions-là et de les partager comme ça, c'est hyper valorisant. En fait. Alors c'est vrai que c'est bizarre. Je ne sais pas trop pourquoi. D'ailleurs, de connaissance, ça ne s'est pas fait sur le lead. Je n'avais jamais vu. Il n'y avait pas eu ce genre de discussion, puis un peu d'ouverture transparente sur alors comment ça marche, comment vous faites. Et en fait, voilà, vous avez pu l'entendre, et j'espère que vous avez la même impression. Les pros du secteur reconnus, que vous avez pu entendre, parlent très librement de ce qu'ils font, en fait, parce que il n'y a pas de secret, je dirais. La complexité, c'est qu'il y a un savoir-faire, une expertise qui s'acquiert avec le temps. Donc, il n'y a pas tellement de peur de révéler un secret. Après, il y a des trucs, des choses comme ça. On va peut-être en discuter avec Thibaut d'ailleurs. Mais globalement, c'est quand même, ça reste de l'expertise voilà, un historique. Alors, j'ai quand même quelques questions avant que je te laisse tranquille. Oui, est-ce que tu as un minimum pour qu'on t'achète des leads ou pas? Alors, tu as des packs? Nous, généralement, on travaille sur un minimum de départements en fait, qu'on recommande à nos CGP. Donc, par exemple, l'Île-de-France, on travaillera sur toute l'Île-de-France, donc ce qui équivaut à 4 à 5 départements, et avec un minimum de commandes de 50 leads. D'accord, donc tu as 50 leads à 40 € au minimum pour travailler avec toi. Et donc voilà. J'ai une question de David Gouraud, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, David. Donc, vous pouvez expliquer un peu plus, traiter mes leads sur votre site. Ça, c'est sa question. Ah oui, alors j'ai compris la question. En fait, dans notre site, il y a acheter des leads et traiter des leads. Traiter les leads, en fait, c'est toute la partie solution appli mobile qu'on va mettre à disposition de nos clients. Donc, tous les clients qui nous achètent des leads, ils ont à disposition notre appli mobile pour pouvoir traiter leurs leads de manière efficace. Et là, c'est là-dessus qu'ils vont recevoir les leads. C'est sur cet outil qu'ils vont pouvoir appeler, envoyer un SMS ou envoyer tout de suite un email au prospect en temps réel et avec tout un smart back office, en fait, un smart CRM qui va permettre de savoir sur 100 leads achetés combien j'en ai appelé, combien de rendez-vous j'ai fait, sur les rendez-vous que j'ai fait, combien de ventes j'ai réalisé, etc., etc. Donc, c'est un mini CRM de poche qui ne fait que sur la prospection. Ça marche. Écoute, Moïse, merci beaucoup. C'est très sympa d'avoir pris du temps pour nous parler de ton activité et j'espère qu'on se voit bientôt. Et puis, bonne continuation. Ça Ciao. marche.
Est-ce que Thibaut est là? Ça serait bien. Tout à l'heure, pour tout vous dire, donc Thibaut, si tu es là, tu peux monter sur scène. Ça se passe comme ça sur Livestorm, on monte sur scène, on fait du théâtre. Alors, tout à l'heure, on a eu un problème technique quand on a testé la connexion avec Thibaut. J'espère que ça va marcher. Ou alors, ça sera dommage parce que Thibaut, il a plein de trucs à dire sur ce qu'il fait. Évidemment, s'il n'apparaît pas, c'est moins bien. Oh! Tu m'entends, Salut Mathieu? Thibaut. Je t'entends très bien. Est-ce que toi, tu m'entends? Ok, très bien. Bon, c'est parti sur le micro de la webcam. J'espère que la qualité est plutôt bonne. Ouais, alors tu as essayé de brancher ton super micro Yeti tout à l'heure, ça n'a pas marché. Dommage. Il est ça là, sera le mais casque. il ne servira à rien. Ouais, merci d'être là. Merci à toi de Est-ce que tu m'inviter. peux te présenter, Thibaut? Oui. Donc, moi, c'est Thibaut. Donc, je suis le gérant d'une agence qui s'appelle Verticali. On fait du contenu à la performance. Et notre spécialité, ce qui fait un peu l'ADN de l'agence, c'est vraiment notre expertise sur Facebook, Instagram. Puisque il y a à peu près 8-9 ans, on a été parmi les premières structures à miser sur le canal Facebook, un peu au moment où tout le monde pensait que c'était du bullshit. Vous les premiers, d'ailleurs, à l'époque, sur ce qui était Facebook. Et puis, au fur et à mesure, on a vu que ça a grossi, le réseau social a pris de l'ampleur et nous, on a pris de l'ampleur en même temps, on va dire. C'était quoi ton passé? Tu étais jeune, tu sortais d'études, c'était quoi? Oui. Comment t'es tombé là-dedans? Alors moi, je suis tombé dans le web sur une activité e-commerce quand j'étais étudiant, qui m'a très rapidement orienté vers un métier de SEO, puisqu'à l'époque, bon, à l'époque, ça fait bizarre à chaque fois les gens me disent quand je dis ça, parce que je suis un peu jeune. Mais le web évolue vite, en fait. 6 mois, ça peut être l'époque sur le web. Ouais. Et donc, en fin de compte, à l'époque, c'était beaucoup le SEO. Et voilà, je me suis pris de passion pour tout ce qui était le marketing digital. Et puis, c'est vraiment le côté performance qui m'a plu dans ce métier. Le SEO, c'est sympa parce qu'il y a une sorte de podium. Une fois qu'on est premier, on ne peut pas monter plus haut. Donc, ça c'est cool. Et puis, les places sont limitées. Il n'y a que 10 positions en première page. Et donc, c'est vrai que cet aspect un peu compétition, performance, est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors, comment on fait pour être premier? Donne-nous la recette. Vaste sujet. Donc, aujourd'hui, malheureusement, je suis moins dans le SEO, on va dire, même si ça reste parmi les plus gros leviers de la performance et parmi les leviers qu'il faut travailler en premier. Maintenant, on est vraiment plus sur Facebook, Instagram, parce qu'à l'époque, en fait, j'avais un média qui s'appelle Pause Caféine. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est un peu décortiquer l'algorithme de Facebook, comprendre. À l'époque, en SEO, j'étais black hat un peu, donc j'aimais bien déjà ce côté faille, comprendre l'algorithme, comprendre ce qui fait qu'un site remonte en première position ou descend. Et dans Facebook, on a aussi cette logique, puisque on a tout un tas de data qui viennent impacter le reach d'un post. Ouais. Alors, reach d'un post, c'est quoi? La portée, le nombre de personnes qu'on peut atteindre avec une publication, qu'elle soit sponsorisée ou non d'ailleurs. Et donc, il y a plein de choses sympas à faire sur la plateforme pub de Facebook. Et j'ai un peu un master Facebook, entre guillemets. J'ai passé plus de 10 000 heures, je pense, sur la plateforme d'achat média depuis 5-6 ans. Et c'est ça qui fait la particularité de… D'accord. Alors, tu ne vas pas nous donner la recette pour être premier en référencement naturel, j'ai compris. Je suis très déçu. Mais est-ce que tu vas le faire pour Facebook? On peut donner quelques pistes, oui, on peut donner quelques pistes. Vas-y.
je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions dans le chat, parce que je sais que Vous avez des questions à Thibaut, il a du mal à se lancer sur Facebook. il y avait un objectif aussi de mettre le pied à l'étrier sur des personnes qui voudraient se lancer dans le lead. Non, mais décris-nous comment faire une campagne qui marche sur Facebook. Alors, si on veut faire l'emphase sur Facebook, tout d'abord, nous, on fait beaucoup de l'acquisition mobile. C'est un peu ce qui peut nous différencier des autres acteurs que tu as pu interviewer. Nous, on va avant tout aller chercher du mobile-note. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le web tend à 70% de consommation mobile quasiment. Et donc, c'est le segment de marché qui est en plus forte croissance. Et donc, nous, Verticaly, la volonté, c'est vraiment de jouer sur la verticalité du téléphone et donc d'appréhender des utilisateurs dans un contexte vertical. Et je parle de ça parce qu'on oublie souvent, mais Facebook, c'est 99% de trafic consommé via l'application. Instagram aussi, LinkedIn ne doit pas être très loin. D'ailleurs, je parle de Facebook, mais on fait tous réseaux sociaux de manière un peu plus globale. Et donc, il faut bien comprendre avant de se lancer le contexte. On va adresser des personnes qui sont sur leur mobile, soit ils ont ouvert Facebook parce que c'est la pub à la télé et que ça les fait un peu chier. Donc, dans ce cas-là, premier conseil, ne pas faire une pub chiant sur Facebook pour vendre de l'immobilier, parce que la personne, c'est pour ça qu'elle est sur Facebook à ce moment-là. La personne… Pas chiant, ça veut dire quoi? C'est quoi une pub pas chiante? Je vais y venir, ouais, une pub pas chiante, c'est une bonne question. L'utilisateur, il peut être en train de, je sais pas, il peut être chez le médecin, il peut être en train de faire la queue et puis il ouvre Facebook. Il peut être dans les transports, bon, un peu moins en ce moment. Mais ce qu'il faut bien comprendre avant, au-delà de comment bien cibler un prospect, comment faire des landing pages, ce qui est important, c'est surtout le contexte. Donc, c'est des mobinotes qui n'ont pas forcément le temps, qui ne sont pas forcément très captifs. Et c'est ça la grande différence, notamment avec Google Ads, AdWords, dont les autres invités ont pas mal parlé. C'est que sur Facebook, on n'est pas sur des intentionnistes, on est plutôt sur des personnes qui sont sur un moment de vie où ils procrastinent, où ils ont un peu de temps à perdre. Mais en tout cas, même s'ils ne sont pas intentionnistes, ils ont du temps. Et donc, nous, ce que doit se poser comme question l'annonceur, c'est comment, dans ce contexte, je dialogue avec mon prospect. D'ailleurs, j'ai bien aimé sur Lead Value l'emphase sur le fait qu'il faut dialoguer avec un prospect et pas forcément réciter un script, etc. Mais ça va être un peu la même chose. C'est vrai que aujourd'hui, qu'est-ce qui fait une bonne pub? Nous, ce qu'on fait dans notre métier de générateur de lead, grosso modo, on va dire aux gens, achetez du Pinel. Donc, nous, en tant qu'agence ou en tant que société qui fait de la génération de lead, on va avoir une approche très publicitaire, limite chiante, puisque on va dire à la personne, bah voilà, fais une simulation en loi Pinel ou obtiens un guide en loi Pinel, mais tout le monde a compris que c'était pour vendre quelque chose. Donc aujourd'hui, jusqu'à récemment sur Facebook, il y avait moins d'activités de lead. Donc il y a de ça 1 ou 2 ans, on avait des prospects qui n'étaient pas forcément au fait qu'une simulation ou donner ses coordonnées pour obtenir un guide ou donner ses coordonnées dans un formulaire signifiait un rappel téléphonique. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où, avec l'isolation à 1 euro, par exemple, toutes les personnes qui consomment les réseaux sociaux ont compris qu'en laissant ses coordonnées, on va se faire rappeler. Alors après, par rapport à ce que disent les autres intervenants, ils ne savent pas vraiment qui les rappelle, effectivement, puisque comme ils sont dans un contexte de mobilité, ils sont sur leur téléphone, ils ne sont pas hyper captifs et ils ne retiennent pas forcément le nom du site. Donc, bien généralement… Alors, juste avant que je te laisse continuer, je vais faire quand même un petit commentaire là, parce que tu as l'air de rien, en fait, tu abordes pas mal de points importants. Le premier, c'est
que quand vous faites des pubs, vous faites appel à des gens qui vont faire des pubs pour vous pour avoir des leads sur l'investissement immobilier. Vous êtes dans un contexte où vous n'êtes pas tout seul. Il n'y a pas que du Pinel. Il y a aussi d'autres gens qui vont vendre des crèmes, des voitures et des isolations à 1 euro. Et les isolations à 1 euro, c'est hyper pertinent de les mentionner parce qu'ils ont bastonné le web parce que c'était hyper rentable et que tout le monde disait super, je fais isoler mes comptes pour 1 euro, j'y vais, ça me coûte un café, quoi. Et ça, donc il y a eu un aspect évidemment déceptif derrière quand les gens ont compris exactement de quoi ils retournaient sur la réalité de la mise en place de ce service-là. Et ça a accru, je dirais, leur réticence à laisser les coordonnées et à se laisser faire, je dirais, par des pubs comme ça, un peu frontales, qui marchaient bien, hein, parce que c'était des pubs chiantes, mais elles marchaient parce que il n'y avait pas encore cette maturité, cette réticence, je dirais, des internautes qui nécessitaient de faire autre chose. Donc, vous faisiez une pub réduction d'impôts, ça marchait bien, quoi. Sauf que c'est en train de changer. C'est ce que tu es en train de dire, Thibaut, et il va falloir s'adapter. Ça veut dire que si vous continuez, dans 6 mois, vous allez avoir des gros problèmes de génération de leads. Parce que ça ne marchera plus, ça sera très cher, vous aurez moins de volume. Oui, effectivement. Et donc là, on reviendra, tu vas nous continuer à nous expliquer, j'espère, c'est quoi une pub pas chiante? Alors, avant de partir dans la pub pas chiante aussi, pour bien expliquer la différence pour ceux qui souhaiteraient se lancer, sur Google, on va être en concurrence. Comment se forme le prix d'une annonce pub, en fait? Sur Google, on est en concurrence avec des personnes qui enchérissent au niveau de la pub sur un même mot-clé. Sur Facebook, la problématique, elle est tout autre parce qu'on est en concurrence avec tous les secteurs et tout le monde. Comme tu l'as dit, contre l'isolation, contre des personnes qui vendent de l'énergie, contre les promoteurs qui font des campagnes de branding. Et donc, quand on fait des campagnes à la performance sur Facebook, c'est un système d'enchères et Facebook vend à celui qui enchérit le plus. Donc aujourd'hui, pour acheter sur ce type de levier, il faut être très, très mature au niveau de sa landing page, donc de son site Internet qui va récolter les informations de l'internaute au sein d'un formulaire. Donc, un bon taux de conversion, un site qui charge, ça, on en a pas mal parlé, un site qui charge très rapidement. Très, très rapidement. Donc, ça c'est un prérequis pour Facebook puisque Facebook, l'infrastructure technologique, elle est hyper robuste. Et comme l'utilisateur qui vient de Facebook, ça se trouve, il est dans le métro, il n'a pas Internet, mais il est en train de naviguer sur son flux. Puisqu'en fait, Facebook va jusqu'à précharger des flux et va jusqu'à prédire les contenus qu'un utilisateur va potentiellement consulter, même quand il est hors ligne. Donc, les utilisateurs, ils sont dans un écosystème technique très performant avec des choses qui chargent vite, des choses qui chargent même en hors ligne. Et donc, sur son site Internet, donc déjà, grosse contrainte technique, site qui charge très, très vite. Il faut faire du léger rapide. Exactement. Du léger et du rapide. Si vous utilisez des photos, vérifiez le poids de vos photos. Ça, c'est la base. Notamment, prendre des bons serveurs qui ne sont pas en Thaïlande et qui sont plutôt en France. Donc, bien choisir son hébergeur. Tout genre de choses. Donc, déjà, un aspect assez techno à mettre en place. Et ensuite, par rapport à ce système d'enchères, il faut une certaine maturité aussi dans l'achat média, parce que là, on n'est plus en concurrence sur un univers de mots-clés, on est en concurrence avec tous les annonceurs qui annoncent en France. Donc, à ce niveau-là, il faut être capable, à minima, vu qu'on fait de la performance, de poser un pixel de conversion sur son site. Donc ça, en fait, c'est très simple. C'est lorsqu'on va dans Google ou dans Facebook, on peut générer un petit bout de code que l'on pose sur son site. Et c'est vraiment par ce petit bout de code qu'on va remonter les informations dans la régie publicitaire. Et donc ça peut être aussi techniquement assez compliqué à poser. Moi, dans mon métier d'agence, tous les jours, j'ai des clients sur lesquels on doit débugger des pixels de conversion. Je ne parle pas des problèmes d'attribution. Si le CGP il veut faire du multilevier,
il a le risque de payer son lead à la fois chez Google et chez Facebook parce que tous les GAFA veulent s'attribuer les leads. Donc, c'est vrai que ça, je crois qu'on en a un peu moins parlé, mais si vous vous lancez dans l'acquisition de trafic sur votre site, concentrez-vous plutôt sur un levier. Moi, c'est le conseil que je donnerais, parce que dès qu'on commence à rentrer dans 2, 3, 4 leviers, on peut se faire assez vite barber par les GAFA. Et on peut se retrouver, en fait, par rapport à ces bouts de code, on peut lancer une campagne sur Google, je ne sais pas, à 100 € par jour et une campagne sur Facebook à 100 € par jour. À la fin de la journée, les deux vont nous dire qu'ils ont fait 2 leads. Le CGP, il va regarder dans son outil de suivi, il va avoir 2 leads en tout. Et les deux plateformes vont dire que c'est elles qui ont fait le lead. Donc le problème, c'est que vous allez avoir des faux coûts par lead dans chaque plateforme. Ça va vous sembler peut-être correct, alors qu'au final, au global, ça coûte 2 fois. C'est ça. Donc, un risque de payer vraiment le lead plusieurs fois. Donc, déjà, j'en dirais de se concentrer sur un levier. Après, honnêtement, si j'étais un CGP et que je devais acquérir des leads, je ne passerais pas par les plateformes pub. Je créerais du contenu pertinent. C'est-à-dire? Et c'est pour ça que tu crois vraiment que ça va passer par le contenu, en fait? Ouais, en fait, c'est pour ça que je voulais, par rapport s'il y a des personnes qui posent des questions dans le live, parce que montrer comment on fait une campagne de pub Facebook et prétendre qu'un novice peut se plugger et être en concurrence face à tout le CAC 40, toutes les entreprises américaines qui annoncent en France et tous les acteurs d'immobilier qui annoncent sur la loi Pinel, ça me paraît très compliqué, honnêtement. Aujourd'hui, je pense que le CGP, j'entendais pas mal d'intervenants qui disaient si le CGP devait commencer pour acquérir de leads, je lui dirais d'aller sur AdWords. Alors moi, je lui dirais que sur AdWords, il a 99% de chances de ne pas y arriver parce qu'on est quand même assez fort, tous ceux qui sont passés là, et ça va être très, très, très compliqué. Par contre, il y a des choses que nous, agences ou générateurs de leads, il y a des choses sur lesquelles on est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fort que le CGP. Typiquement, nous, on n'a jamais le prospect au téléphone. Donc, on est certes des experts pour générer des leads, capter de l'attention sur le digital et lever quelques points bloquants pour que le prospect ait confiance au moment de déposer ses coordonnées. Mais par contre, on ne connaît pas vraiment les freins à la vente d'un logement en loi Pinel. On ne connaît pas les objections fréquentes que peuvent avoir les clients lorsque le CGP il l'appelle au téléphone une fois qu'il a reçu le lead. Et typiquement, c'est des sujets qu'on ne peut pas aborder au travers de la publicité. Alors que le CGP, lui, de par son expérience, de par les retours clients, de par les points bloquants qu'il a pu observer sur les différentes ventes qu'il a pu réaliser, il va être à même de pouvoir tout de suite orienter des discussions ou de pouvoir créer des contenus qui lèvent les interrogations. Donc, typiquement, aujourd'hui, la publicité, c'est un peu des coups de vent et des opportunités. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'opportunité, peut-être le reach en tout cas, puisque moi, je traite beaucoup les problématiques d'achat média sur les réseaux sociaux. En ce moment, le reach, il est plutôt sur LinkedIn quand même. C'est-à-dire que sur Facebook, Facebook, si 1000 personnes te suivent sur ta page, que tu commences à créer du contenu et que tu commences à nourrir une audience en conseil, sur une publication, tu vas toucher 4 à 8% de ton audience. Si ta page est petite, tu vas en toucher beaucoup. Au début, tu vas pouvoir peut-être en toucher la moitié, mais si tu grossis à 3, 4, 5 000 abonnés, tu vas finir par toucher plus que quelques centaines de personnes. Et aujourd'hui, le réseau social qui te permet de toucher un grand nombre de tes abonnés par rapport aux personnes qui te suivent, c'est LinkedIn. Et sur LinkedIn, on a la possibilité, si on a, 5000 followers, de pouvoir en toucher une grande partie quand même et de pouvoir en engager une grande partie. Donc moi, aujourd'hui, si le sujet
du webinaire, c'est « Je suis CGP et par où commencer ?» Et ben moi, je lui conseillerais de pas s'attaquer en frontal à des professionnels de la génération de leads, mais plutôt de répondre à des questions que peuvent se poser des personnes, ça se trouve qu'on a déjà en basé dans nos bases, mais qui ne sont pas passées à l'action parce qu'ils avaient peur de ceci ou de cela. Et au travers d'une vidéo, au travers d'un écrit, au travers d'un guide, au travers d'un contenu, le prospect va s'identifier à cette problématique, va s'accrocher au style du CGP. Est-ce qu'il est plutôt rentre-dedans? Est-ce qu'il est plutôt conciliant? Est-ce que c'est un CGP qui est très à l'écoute? Est-ce que c'est un CGP qui est plutôt volubile? Et en étant clivant sur les réseaux sociaux, c'est important d'être clivant sur les réseaux sociaux pour créer de l'engagement. Et en étant clivant, en restant dans son style, dans sa façon de faire tous les jours, il y a des prospects qui vont s'identifier à sa façon d'être et avoir envie d'aller chez lui pour faire l'investissement en loi Pinel. Alors, c'est hyper intéressant. Ça, c'est un aspect qu'on n'avait pas du tout entendu. Pas du tout. Parce qu'en fait, pour être bien clair sur ce dont parle Thibaut, il s'agit pas de faire de la pub. Il s'agit d'écrire des contenus, ou contenu écrit, vidéo, ce que vous voulez, un contenu, sur votre site ou directement sur les réseaux Facebook, LinkedIn ou ce que vous voulez. Donc, vous faites un contenu, vous le postez sur votre site et vous faites un autre contenu lié à ce contenu sur les réseaux. Et ça va permettre d'engager une conversation avec les gens qui voient vos publications sur ces réseaux, que ce soit votre page Facebook ou votre profil LinkedIn quand vous faites des posts ou des articles sur LinkedIn. Donc ça, c'est un moyen de rentrer en relation, en fait. Ça ne va pas vous générer des leads directs, ça va vous créer des discussions, en fait, avec des clients potentiels, avec des prospects. Et derrière, vous pouvez peut-être les transformer en clients. Donc, il y a deux grands aspects, en fait, si vous voulez vous lancer là-dedans. Le premier, c'est évidemment les contenus. Et ça, il y a une remarque d'un quelqu'un là qui dit tout le monde produit les mêmes contenus. Alors nous en tant que générateur de leads, mais parce qu'on n'est pas forcément des experts sur les problématiques du sujet. Nous, on travaille dans plein d'industries. Et donc forcément, on n'est pas forcément spécialiste du Pinel, même si on a tout le stack technologique pour arriver à générer du lead. Alors, ce que toi, tu fais particulièrement bien, c'est d'avoir des idées très sympas pour attirer l'attention, créer cette connexion. Mais dont tu parlais là, donc c'est vraiment, vous créez des contenus qui vous sont propres et vous n'êtes pas obligé d'être, encore une fois, je utilise le mot, vous n'êtes pas obligé d'être chiant. C'est à vous de choisir. Si vous voulez parler de la Pinel en rappelant tout ce que tout le monde connaît, effectivement, vous risquez de l'être. Mais ouvrez votre créativité et puis faites ce qui vous fait plaisir. Surtout, c'est ça qui va faire que vous allez faire quelque chose d'original. Et ça, c'est le mode de traitement va vraiment être important et va être spécifique à chacun. Donc ça, c'est le premier point important pour suivre la strat que vous propose Thibaut, c'est vous pensez à ces contenus, vous produisez ces contenus, vous les mettez sur votre site directement ou sur le réseau, votre page Facebook ou votre page LinkedIn. Et après, l'autre grande partie, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui voient ça. Pour entrer en discussion, il faut qu'il y ait quand même des abonnés des fans sur Facebook et que vous ayez des relations sur LinkedIn. Et ça, c'est important parce que s'imagine, moi, j'ai 200 relations LinkedIn, je me mets à faire ça, est-ce que j'ai une chance d'y arriver? Alors aujourd'hui, il existe des petits robots sur LinkedIn d'automation. C'est pas hyper compliqué d'ajouter 5000 ou 10 000 abonnés. C'est quoi ces petits robots? Il y a pas mal de ressources sur Internet. Si on tape gros hacking LinkedIn ou robot auto-follow LinkedIn, aujourd'hui, il y a des petits bots assez pas chers du tout qui nous permettent de construire ces audiences. Instagram, c'est pareil.
il y a des petits robots pour 20 € par mois où tu peux ajouter en ami, par exemple, toutes les personnes qui ont cliqué sur la mention j'aime sur la page de Nexity, par exemple. Je ne sais pas, peu importe, un promoteur. Donc, on peut ajouter, C'est quoi ce peut robot ajouter en ami des. Moi, j'en ai pas spécifiquement en tête, mais il y en a des dizaines aux États-Unis, des dizaines en France. Il y a beaucoup d'acteurs qui font des robots d'ajout massif d'amis, etc. Et c'est assez simple de dire, par exemple, j'ajoute toutes les personnes qui interagissent avec, par exemple, toutes les pages des promoteurs sur Instagram. Et on peut se monter comme ça un compte Instagram en payant un abonnement à un petit outil robot de 20, 30 € par mois. Et donc ça fonctionne. D'ailleurs, pour ton projet Gridkey, en l'occurrence, je ne sais pas si les gens ont remarqué, moi je vois que tu ne fais pas trop de pub pour l'instant et tu commences par créer des contenus qui sont totalement gratuits puisque toi-même, le webinar ici est gratuit. Donc c'est vrai que le premier pas souvent de la visibilité en ligne et le moins cher, c'est de distiller de l'expertise et de montrer que l'on maîtrise son sujet. Et le sujet d'acheter vraiment de la pub payante, c'est souvent un sujet qui vient après cette première étape. Et moi-même, lorsque je lance un projet sur le digital, j'essaye déjà de susciter l'intérêt auprès des gens qui me suivent, même si j'en ai que 200, avant d'essayer de susciter l'intérêt auprès de 2 millions de personnes. Ok. Et là, les robots dont tu parles, ça fait ça te permet de te mettre en relation avec des vraies personnes qui pourraient derrière devenir clients et acheter. Voilà, après, on peut les paramétrer. C'est pas des faux comptes. Non, parce que c'est des personnes. Si on choisit, par exemple, d'ajouter en ami toutes les personnes qui ont cliqué sur la mention j'aime sur une publication d'un promoteur qui faisait la promotion d'un immeuble dans telle zone géographique, et en ajoutant cette personne, on a normalement quelqu'un qui a déjà exprimé un intérêt pour des produits dans la région et qui est ciblé. Alors après, ça, c'est une méthode parmi tant d'autres. Acheter des fans ou des followers, que ce soit sur LinkedIn ou les réseaux sociaux, c'est extrêmement cher. Ça a été mon business pendant pas mal d'années, mais ça coûte près d'1 € le fan. Et généralement, si on en est à acheter des fans, après, il vaut mieux acheter des leads. C'est difficilement rentable d'acheter des fans et de créer du contenu. Par contre, créer du contenu et essayer un peu de gros saquer avec des robots, ça marche. Il faut savoir, sur Facebook, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas d'API où les robots peuvent travailler. Sur Instagram et LinkedIn et Twitter, on peut énormément s'amuser avec ça. On peut ajouter en ami tous les followers d'un promoteur. Qui est soit un promoteur qui est spécialisé dans une région ou soit un promoteur national. Je pense que les problématiques, elles sont plus locales ici. Et donc, il y a plein de façons un peu malines d'aller chercher de vrais prospects pour un coût zéro. Et nous, c'est vrai que là, nous, les gros générateurs de leads, on ne va pas faire ça parce que on n'a pas de problématique locale. Et on n'a pas de nécessité d'aller chercher des leads ultra ciblés. On a une nécessité d'aller chercher des leads de très bonne qualité en volume, ce qui est une problématique un peu différente et qui amène une stratégie différente. Ouais, donc ça, c'est une stratégie contenu plus publication sur automation des comptes, un peu auto-follow, ça marche très bien. Ça va vous faire des volumes en milliers, mais ce n'est pas ça dont vous avez besoin. Donc, ça fonctionne. Ça prend du temps parce qu'il faut que la machine prenne. Il faut que vous ayez quand même une crédibilité, je dirais, et une profondeur de contenu qui rassure les gens avec qui vous allez engager ces discussions. Typiquement, j'avais vu. Excuse-moi de te couper. J'avais vu une fois, on m'avait parlé comme ça d'un CGP qui payer des étudiants pour faire la queue la veille que la promotion soit commercialisée à 8 h du matin le lendemain, toute la nuit resté, il faisait la queue, machin. Et il racontait cette anecdote sur ses réseaux sociaux. Et en fait, les gens en parlaient à d'autres gens. Ils disaient, putain,
ce promoteur, c'est un taré, regarde, il va faire la queue à des gens 24 heures avant l'ouverture d'un truc pour choper le meilleur bien Pinel de la promotion pour le compte de ses clients. Moi, j'ai envie d'aller chez lui parce que je trouve que ses techniques, elles sont sympas, il a de l'idée, il fait pas comme les autres. Et donc, je pense que c'est ça que le CGP qui démarre sur le digital et qui veut quelques leads par mois, je pense qu'il doit se démarquer en montrant un peu ses différences par rapport aux autres et ne pas hésiter à être clivant, ne pas hésiter à montrer qu'on fait des choses différentes parce que sur Internet, on ne s'identifie pas à des personnes trop lisses. On s'identifie à des personnes qui ont des partis pris, et typiquement, ne pas hésiter à dire bah, moi, les SCPI, j'y crois pas, l'immobilier de bureau, c'est nul, faites du Pinel. Donc, chaque CGP a son avis et ses avis sur les produits d'investissement qu'il faut privilégier. Donc, il ne faut pas hésiter à être soi-même, en fait, et c'est ça qui fonctionne. Être authentique et donner son avis, même si tout le monde n'est pas d'accord. Mais au moins, on va cristalliser des personnes qui seront très d'accord avec ce qu'on dit. Ouais. Alors, clivant, je suis complètement d'accord. Faut faire attention tout de même. Il s'agit quand on dit clivant, c'est authentique, c'est-à-dire parler sans filtre comme si vous étiez ce que vous avez dans la tête, quoi. Donc, par contre, si vous avez une stratégie de clash, d'affrontement un peu frontal avec voilà, les SCPI ou je ne sais quoi, ou tel promoteur, ou tel concurrent. Alors, ça fonctionne, hein, vous allez avoir probablement des réactions. Par contre, moi, il faut avoir le caractère qui va avec ça. Il faut pouvoir aimer vivre dans ce contexte-là et vivre aussi avec les effets de bord qui vont avec un positionnement. Ouais, bien sûr, on peut avoir des commentaires négatifs. Ah bah oui. Si vous aimez le consensus, faites pas ça. Ça, c'est plus pour les agences, le consensus. Mais justement, le CGP, je lui conseillerais de pas trop être là-dedans. Justement parce que nous, on peut pas le faire. Okay. Sinon… Ça marche. J'ai une question de Pierre Maltête qui a pas bien compris ce que tu proposes comme service de vente. Si tu fais juste de l'accompagnement sur comment approcher ces réseaux sociaux ou si tu fais de la génération de leads pour les CGP aussi. Et pour te lancer sur ça, en fait, avant, je voulais revenir sur encore les pubs patientes et pour vous partager juste un commentaire. J'ai eu la chance d'aller voir Facebook à Dublin et les responsables des relations avec nous nous expliquaient ce que c'était une pub patiente, justement. Ils disaient, en fait, faut comprendre que les gens vont regarder votre pub moins d'une seconde. Et en moins d'une seconde, ils vont se dire, est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que j'y passe un peu plus de temps? Et est-ce que je vais cliquer sur quelque chose? Et donc, il faut que ce que vous montriez, ce que vous avez choisi comme visuel ou comme texte, en moins d'une seconde, il faut que ça intéresse un internaute dans un univers surpeuplé de sollicitations. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans la création émotionnelle hyper forte. C'est-à-dire que si vous montrez une jolie maison avec marqué devenez propriétaire, laissez tomber, quoi. Vous ne créez pas d'émotion, vous n'avez pas de texte, ça va passer à la trappe direct. Donc, il faut vraiment avoir ce test de la seconde d'attention qui va faire la différence. C'est-à-dire que votre visuel doit créer une émotion en une seconde. Et une émotion suffisamment forte pour que l'internaute ait envie de regarder un peu plus près, de lire les 2 lignes qui suivent le titre, par exemple, en dessous de votre pub, et qui se décide à cliquer. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête, parce que souvent, on peut penser, qu'est-ce que je vais mettre en avant pour bien expliquer le produit, pour mettre en avant les points clés, etc. En fait, c'est pas tellement ça. C'est comment vous faites pour créer une émotion
qui est suffisamment forte pour que les gens s'arrêtent et cliquent. Ouais, c'est exactement ça. Et là où le CGP indépendant qui veut acquérir du lead a un avantage, entre guillemets, c'est que mettre son visage dans une pub ou lorsque l'on crée du contenu suscite beaucoup plus l'intérêt que des images, comme tu dis, de maisons ou d'appartements, ou ce qu'on peut faire nous en agence ou en régie au lead. Et donc le CGP, lui, il a vraiment cette possibilité de mettre son visage. Et il faut savoir que la transformation, si un lead vient d'une pub où il y a un visage A et que la personne au téléphone qui l'appelle est le visage A et que la personne qui vient en rendez-vous est le visage A, il y aura beaucoup plus de transformation à tous les niveaux. Ok. Faut pas avoir peur de se mettre en avant. Non, pas du tout. Ouais. Les pubs avec des visages et vraiment, c'est ce qui fonctionne très, très bien. Et nous, on le fait peu pour tout ce qui est les emailers. Donc, Google AdWords, il n'y a pas de créa. Les emailers, ils ont des créas, mais bien souvent, ça reste des créas avec des images de promotion. Nous, ce qu'on va faire sur Facebook, pareil, ou alors on va jouer sur le côté économie d'impôt ou défiscalisation et on va montrer potentiellement des économies possibles sur une feuille d'impôt. Mais nous, on va rester dans des choses que finalement les internautes ont déjà beaucoup vues et on a du mal justement à créer de l'authenticité par rapport au produit. Alors, c'est quoi ton service? Explique-nous. Tu parlais en tout début d'entretien, tu disais, moi, je fais du contenu à la performance. Alors, moi, je connaissais les leads à la performance. C'est quoi le contenu? Alors, nous on fait. Alors, pourquoi on dit contenu à performance? C'est parce que on se positionne en tant qu'agence, nous. Donc, on n'est pas une régie au lead, donc comme peut l'être Finanzen, par exemple. C'est-à-dire que nous, on ne commercialise pas en direct nos leads. On se focalise sur le fait d'avoir un avantage concurrentiel au niveau de l'achat média. Et typiquement, on est plus en train de développer là, des technos d'IA pour améliorer nos achats publicitaires, etc. Et donc, on va vraiment tirer la valeur ajoutée vraiment au niveau de l'achat. Et on va laisser tout ce qui est la partie commercialisation à d'autres acteurs. On fait aussi du conseil. Et pourquoi le contenu à performance? C'est parce qu'à la base, lorsqu'un acteur veut faire de la publicité sur le digital, on avait remarqué que c'était quelque chose de très siloté, où bien souvent l'acteur faisait appel à une agence créa, donc qui pensait des créas pour le digital sans vraiment savoir quel allait être le contexte de consommation sur le digital. Donc, bien souvent, des créas pensés pour une consommation d'ordinateur de bureau. Et nous, on avait du mal, en tant qu'agence à la performance, à se plugger sur ces contenus créatifs qui n'étaient pas réalisés par nous, parce que la performance d'une campagne de pub, c'est à la fois son contenu et à la fois sa diffusion. Et donc, c'est pour ça que chez Vertically, on propose de faire les deux, tout simplement. C'est-à-dire que la personne, elle peut nous payer soit sur un modèle d'agence traditionnel où elle nous donne un budget média, par exemple 10 000 € par mois, et sur ce budget média, on va prendre 15-20% de fees. Donc, typiquement, pour 10 000 € dépensés sur Facebook, on va prendre 1 500 à 2 000 € de frais. Donc, ces frais, c'est setup de campagne. Tous les jours, je vais moi-même me connecter 15-20 minutes sur le compte du client pour optimiser les campagnes. Donc, même si on a beaucoup d'algorithmiques aujourd'hui sur les plateformes pub et de plus en plus laisser les IA travailler paye, il y a quand même beaucoup de manuels, il faut se le dire. Uploader des campagnes, penser des contenus créatifs pour tous les emplacements de Facebook, il y en a plus de 20. Il y a la marketplace, il y a le Messenger, il y a les stories, il y a les vidéos in-stream, il y a sur Facebook maintenant, c'est énorme le nombre de formats qu'il y a. Donc, penser des formats pub pour tous ces formats, c'est assez compliqué. Et donc, nous, on va intervenir à ce niveau-là pour penser des formats pub
adapté au canal de diffusion. Donc finalement, une idée très simple se cache derrière le contenu à la performance qui est faire une créa pensée pour Facebook si on fait de la pub sur Facebook. Ouais, ça, c'est un point important. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la génération de leads, peu importe le sujet d'ailleurs, mais il va falloir qu'il y ait une maîtrise de la technicité propre à chaque levier, hein, Facebook, AdWords, Instagram, l'emailing, etc. Vous en avez peut-être un peu touché du doigt là, avec ces entretiens. Mais il faut aussi travailler les contenus puis les formats avec plein de formats différents, même sur un de ces leviers. Alors, Facebook et Google, hein, il y en a plein de différents en fait. Donc, à chaque fois, le travail il y a le contenu, le format et la technicité propre à chaque levier. Donc, il y a vraiment ces 3 blocs à maîtriser et à travailler en tant que tel pour que ça marche. Ouais, sachant que sachant typiquement sur AdWords, vu que la création publicitaire, c'est uniquement des mots et pas des visuels, c'est très compliqué pour un indépendant d'arriver sur ce marché et, entre guillemets, d'apporter quelque chose de différent qui va être remarqué par l'internaute, puisqu'on va tous être à peu près sur les mêmes mots. Et sur AdWords, la guerre se fait sur les points de conversion du site. Est-ce qu'on est capable, par rapport aux concurrents, de transformer plus de trafic en prospect? Et ça, c'est une guerre assez technique. Et comme tu l'as dit sur de précédents entretiens, oui, celui qui est très intéressé par le sujet peut y aller. Celui qui a du temps à y consacrer peut y aller et peut réussir. Par contre, ça va être vorace en temps, vorace en argent. Alors, j'ai vu, on parlait de 2 500 €. Ça peut être beaucoup plus. En tout cas, moi, sur ma partie Facebook, faudra peut-être dépenser plus. Ça dépend. C'est difficile de donner une règle, mais en tout cas, on peut mettre 10 000 € de dépenses publicitaires pour trouver le bon compromis. Comme on peut mettre effectivement que 2 000. Mais on ne le sait pas avant de se lancer. Mais tu attends de pouvoir mettre plus que 2 000 € si on veut y arriver sur Facebook, quoi, si on se lance. Ouais, alors nous qui sommes du milieu avec 2 000 €, en réalité, nous, on pourrait y aller parce qu'on comprend les attentes, on connaît les freins. Donc, nous, quand on veut lancer un nouveau levier, il nous faut assez peu d'argent en tant que professionnel. Mais celui qui n'est pas professionnel, il va tâtonner pendant assez longtemps avant de trouver vraiment la bonne landing page, le bon marketing, déjà le bon site, la bonne landing page qui fonctionne, ensuite le bon formulaire, la bonne méthodologie. On le voyait sur Lead Value avant, envoyer des textos en automatique, ça c'est de la technique. Donc, il faut paramétrer des textos automatiques sur son site. Donc, il y a tout ce qui est l'après-lead, où on peut un peu réchauffer ou rechauffer le lead, ce qui demande aussi du travail. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est lié aux pixels de conversion. Il y a plusieurs façons de poser les pixels sur un site. Il y a plusieurs événements qu'on peut traquer quand on pose un pixel sur un site. Il y a plusieurs ensuite façons sur Facebook de rechercher des audiences affinitaires. Il faut tâtonner sur beaucoup d'audiences affinitaires avant de trouver celles qui fonctionnent. Et les audiences affinitaires qui peuvent fonctionner, par exemple pour moi, par rapport à mon site, marcheront peut-être pas sur votre site et votre approche. Et donc, on ne sait pas par avance quelle va être l'audience affinitaire la plus performante pour servir son discours. Et donc là, on peut mettre 2 000 € sur 10 audiences avant d'en trouver une qui fonctionne. Le novice, il va peut-être s'orienter vers des segments d'audience qu'il pense, lui, pertinents et qui ne vont pas du tout. Je vais donner un exemple. Sur Facebook, on a un segment d'audience de CSP+, à savoir des propriétaires qui, a priori, ont des revenus de 2 500 à 5 000 € par mois. Et donc, par défaut, je suppose que le segment d'audience qu'un novice ciblerait serait celui-là. Et en fin de compte, c'est un segment d'audience qu'on cible tous et les enchères sont extrêmement élevées.
sur ce segment d'audience. Et donc, la résultante pour un nouvel entrant serait que le coût par 1000 affichages publicitaires sur ce segment d'audience serait 10 fois plus élevé que si on ciblait un autre segment. Et donc, en fait, le nouvel entrant, il va se retrouver en concurrence face à des acteurs hyper matures qui ont déjà des pages de vente très compétitives. Et ça va être franchement impossible sur ce type de segment d'audience en dépensant 2000 € d'arriver à obtenir des leads au même prix qu'il les achèterait chez un revendeur de leads. Ça serait beaucoup plus cher. D'accord. Donc Facebook, mais je peux faire le parallèle avec le native. Le native, avec 2000 €, on ne fait rien. Le native ads, par exemple, pour ce qui est des encarts sur Le Monde, etc. Le native, il faut au moins 5-10 000 € pour trouver le bon compromis et être sur un coût par lead équivalent à ce qu'on l'achèterait ailleurs. Merci Thibaut, c'est intéressant, même si les dernières remarques sont peut-être un peu plus déprimantes, parce que ça veut dire que ça coûte vraiment cher et que c'est facile de se faire scalper hein, quand on se lance sur le marché. Avant que je te dise au revoir, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez poser à Thibaut? Est-ce que tu veux nous donner, avant de partir, là, un exemple de créa dont tu étais très content sur un exemple ce que tu as fait sur alors un dispositif un peu original que tu veux nous partager, nous expliquer. J'en ai. Si, on avait pu faire des créas vidéo. Typiquement, tout le monde voit bien sur beaucoup de landing page Pinel, il y a ce camembert avec quel pourcentage du prix du bien est financé par le particulier, quel pourcentage. On l'avait animé en vidéo et donc on peut animer. On peut aussi faire des vidéos simples pour expliquer les points importants de la loi Pinel. Et moi, parmi les créas qu'on fait, c'est des créas que j'aime bien parce qu'elles sont certes lisses, mais elles sont explicatives. Elles durent pas longtemps et la vidéo est un format qui est de plus en plus engageant. Dont le problème est le coût. Mais sinon, c'est les vidéos que j'aime bien. En termes d'image, nous, on va être très algorithmique. On va utiliser de la technologie pour essayer de prédire au travers de sources de data quelles vont être un peu les images qui marchent bien. Une des techniques un peu basiques, ce serait de taper loi Pinel dans Google Images. Et en fait, les algorithmes de Google, par défaut, font remonter en haut les images qui captent l'attention. Donc ça, voilà, ça peut être un début de technique pour trouver des images qui fonctionnent. Nous, on va beaucoup passer par des techniques comme ça de scrapping et on va essayer de trouver des approches tant au niveau des images que des wordings qui sont assez data sourcées tout en parallèle en essayant d'être créatif et en apportant aussi de la nouveauté. On peut jamais se satisfaire d'une seule approche. Sur Internet, il faut toujours ne jamais mettre ses œufs dans le même panier parce que les GAFA changent vite, les algorithmes pub changent vite, les reach organiques changent vite. Et donc, c'est vrai que le plus simple pour moi reste de créer du contenu et de le diffuser sur toutes les plateformes de façon gratuite. Ça marche. Thibaut, merci beaucoup pour cette approche un peu différente de ce qu'on avait entendu, là, beaucoup plus orientée sur le contenu puis sur ce que vous pouvez faire sans pub, avec des petits robots peut-être. Hein, ouais, et notre landing page, pour ceux qui veulent voir, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui ont donné leur LP, nous on travaille sur un Vestilock en ce moment. Là, pour ceux qui veulent aller voir. Je crois que une personne. Tu peux répondre à une question. Ouais, c'est ça, il faut répondre à une question. J'ai remarqué qu'on ne peut pas poster en tant qu'intervenant. Question. Ça permettra je vais mettre les deux sites, notre LP et notre agence, en réponse aux derniers commentaires pour ceux qui veulent aller voir. Ouais.
Donc, Pierre Maltête aura peut-être la chance d'avoir en réponse à son remerciement tes 2 URL pour. Ah mince, je n'ai pas vu le voir, commentaire de Pierre. Ok, il y a 3 minutes. Ah bah, j'ai répondu au commentaire le plus ancien et pas le plus récent, du coup. Attends, je vais remettre sur Pierre. Parce que c'est vrai que ça doit être plus simple de les mettre en haut. Ben, merci à toi, Mathieu, aussi. Et puis, au plaisir. C'était très sympa que tu passes. Ça y est, les 2 liens sont là. Je te dis à très bientôt. Au revoir. Salut Thibaut. Alors, moi aussi, je vous dis au revoir. C'est le dernier entretien que j'avais prévu. Donc, ça a été un plaisir de faire ces entretiens parce que c'est des personnes que je connaissais déjà. Mais finalement, ils ne m'avaient pas raconté forcément tout comme ils l'ont fait là. Et je trouve qu'ils l'ont fait avec beaucoup de grâce et de transparence. Donc, j'espère que ça vous a également intéressé. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.